et il avait menti et au bout de plusieurs années, il s'en était rendu compte, mais une fois que la personne était partie de l'entreprise. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de licencier quelqu'un qui est en CDI, qui a fini sa période d'essai, si on a vu qu'il a menti sur son CV, est-ce que c'est une justification valable? Alors, c'est une très bonne question. Alors d'abord, sur le cas que vous me soumettez, d'abord, si la personne a quitté l'entreprise, évidemment, on ne peut pas le licencier puisque le contrat est déjà rompu, on ne peut pas rompre le contrat. On pourrait agir par d'autres moyens, mais, et notamment, est-ce que ça a lésé l'entreprise ou pas? D'accord. Éventuellement, si ça a lésé l'entreprise, si l'entreprise peut alléguer d'un préjudice, oui, il est possible d'agir, puisque je vous rappelle que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Donc, je pense que sur le terrain de la bonne foi, on peut tout à fait agir. Et d'accord, merci. Qui réagit maintenant, merci. Donc, on peut, à mon avis, aller dans ce sens-là. Maintenant, vous me dites, voilà, quelqu'un a menti sur son CV. D'accord. Si on est en dehors de la période d'essai, puisqu'on sait que pendant la période d'essai, on a tout à fait le loisir de rompre le contrat sans avoir à justifier, donc ça pourrait servir d'un motif, mais qui resterait tu, qui peut être donné à la personne, hein, sans aucun souci. Alors maintenant, hors de la personne d'essai, je vous dirais, ça dépend du mensonge. D'accord. Ça dépend du mensonge. Est-ce que le mensonge est-ce que la personne a menti sur un des éléments qui m'a permis de le recruter? Je pense par exemple à une personne qui allègue d'un diplôme qu'elle n'a pas eu. Or, pour l'emploi qui lui est proposé, le diplôme est absolument nécessaire. À partir de là, aucun problème pour rompre le contrat et le licencier. Maintenant, imaginons que ce soit sur un fait. La personne me dit ah bah sur le CV j'ai le permis B. Tiens, voilà. Or la personne ne l'a pas. Est-ce que ça a été un élément important pour le recrutement ou pas? Si oui, ça a été un élément important, un petit peu comme le diplôme que je disais tout à l'heure, je pense qu'à mon avis, on peut licencier la personne sans aucun souci. Maintenant, si ça n'est pas un élément important, alors on peut agir, à mon avis, sous deux angles. Et moi, je préférerais plutôt l'angle du droit commun plutôt que le licenciement. En sachant que le licenciement peut toujours, comme à la limite la problématique du droit commun, hein, mais il y a peut-être plus de risques et au terme de la procédure de licenciement, elle va être beaucoup plus longue que si je déciderais de résoudre le contrat, enfin pas de résoudre, d'anéantir le contrat sur le terrain de la nullité. Parce qu'un contrat de travail, ça n'est rien d'autre qu'un contrat, on l'a déjà dit. Il doit répondre aux critères de validation du contrat, c'est-à-dire le consentement, la capacité à contracter et l'objet licite et certain. Ça, on le sait. En plus de cette règle de droit commun qui s'applique à tous les contrats, qui est d'ordre public, à laquelle on ne peut pas échapper, les, euh, les, alors oui, je regarde, mais j'ai pas de demande. Je ne sais pas qui vient de me dire, il y a quelqu'un qui essaye de se connecter à la vision, mais elle n'y arrive pas. Ben, je n'ai pas de demande, donc tout le monde a été accepté. Si jamais elle voulait renouveler sa demande, qu'elle le fasse, s'il vous plaît. Euh, donc je disais, le contrat de travail, en plus des règles spécifiques au contrat, n'échappe pas malgré tout aux règles de droit commun. Ici, s'il est démontré qu'effectivement c'est un élément important, que la personne la tue volontairement, qu'elle avait l'intention, d'accord, donc le caractère du dol, quoi, hein, c'est-à-dire une manœuvre ou un mensonge ou encore un silence sur un élément essentiel qui a quand même déclenché ma volonté de conclure. Euh, on a tous les éléments du dol. À partir de là, moi, je demande à anéantir le contrat. Et à partir de là, il n'y a même pas de procédure de licenciement à entrevoir. Première solution. En tout cas, ça dépendra
de l'élément sur lequel elle a menti. Et là, c'est du fait. Hein. Moi, j'embauche une personne pour qu'elle soit guide touristique. J'ai une clientèle principalement étrangère. Il est absolument impératif que la personne parle anglais. La personne me dit qu'elle a une licence d'anglais, qu'elle a fait des stages en Angleterre, qu'elle a, voilà. Je m'aperçois au bout d'un moment que ça n'est pas du tout le cas. On est hors période d'essai ou je n'ai pas mis de période d'essai, par exemple. À partir de là, moi, j'agis sur le terrain de la nullité. Le contrat sera rompu plutôt rapidement. Alors, D'accord. le problème, c'est que, alors, il sera conclu rapidement dans les faits, enfin, dans la théorie. Le problème, c'est qu'il faut saisir un juge, et que, parce que seul le juge peut prononcer une nullité, et aujourd'hui, vous savez que les procédures devant le juge sont relativement longues. Alors, il y a des procédures plus rapides, notamment en référé, mais ça peut toujours être relativement. Après, on peut tout à fait envisager, effectivement, le licenciement, parce qu'à un moment donné, la personne aura une inaptitude au travail qui peut entraîner son licenciement. Ce ne sera pas pour faute grave ni pour faute lourde, mais pour cause réelle et sérieuse. D'accord, Ben, merci. j'espère que j'ai répondu à votre question. Allez, donc on peut y aller. Donc vous m'avez confirmé que l'exercice 4 n'avait pas été euh, commencé. Je vais projeter l'exercice 4. Un petit peu la résolution. Alors, ici, on va être face à une situation alors, qui se fait dans le domaine de l'optique, mais on pourrait très bien aussi avoir dans le domaine qui vous concerne. Simplement, on va avoir des dispositions plus spécifiques au domaine de l'optique, mais elles pourraient éventuellement se retrouver dans d'autres domaines. On nous dit, voilà, que un contrat CDI a été signé, et on vous demande, est-ce qu'il y a des mentions particulières à ce contrat, ou en général, quelles sont les mentions particulières et quelle est la forme en particulier. Alors, on nous demande de nous appuyer aussi sur l'annexe, puisqu'en haut, vous voyez qu'il faut aller voir l'annexe 2, et l'annexe 2, c'est la convention collective. Alors, je vais très rapidement vous expliquer comment fonctionne la hiérarchie des normes en droit, et qu'elles soient en droit du travail ou ailleurs. Hein. Vous avez plusieurs droits qui peuvent se superposer, d'accord? Et notamment, ou plusieurs textes, plusieurs applications d'origine légale, donc de la loi, ou d'origine conventionnelle, c'est-à-dire le contrat, qui peuvent s'appliquer. Comment ça fonctionne en droit du travail? Ça fonctionne de la façon suivante. Vous avez d'abord un socle commun qui s'appelle le Code du travail. Là, c'est les lois. Les lois relatives au droit positif et qui sont inscrites soit dans le droit commun ou soit dans le droit du travail. Alors, en général, ces lois sont plutôt protectrices du salarié. D'accord? En tout cas, elles imposent au salarié, à l'employeur, aussi aux salariés, un certain nombre de choses, de droits et d'obligations. Je vais prendre par exemple que, alors je ne sais pas exactement, hein, mais il me semble que le salarié qui se marie a le droit à un congé exceptionnel de 3 jours, d'accord, pour événement familial. Ça, c'est dans le Code du travail. Après, vous avez d'autres choses qui peuvent aussi s'appliquer. C'est d'abord ce qu'on appelle la convention collective. La convention collective, ce sont des règles particulières qui vont s'appliquer dans un domaine d'activité en particulier. Donc, vous avez une convention collective pour les entreprises du bâtiment, pour les entreprises de la métallurgie, pour le commerce. Et ici, on a une convention collective qui s'applique aux entreprises d'optique et de lunetterie. Cette convention collective va aussi donner droit aux salariés à un certain nombre de choses. Mais elle ne peut donner des droits qui sont plus protecteurs pour le salarié, qui sont plutôt à l'avantage du salarié. Elle ne peut pas aller en deçà de ce que précise le Code du travail. Je reviens sur mon exemple, qui était celui de l'octroi de 3 jours de congés supplémentaires
si en cas d'événement familial, et ici on avait pris un salarié qui se mariait, par exemple, eh ben, la convention collective va pouvoir attribuer, par exemple, un jour supplémentaire aux 3 jours qui étaient déjà dans le droit commun. Donc finalement, notre salarié, ici, il aurait le droit à 4 jours. Mais la convention collective ne pourrait pas dire, nous, dans l'optique, on sait 2 jours. Parce qu'on voit bien ici que l'avantage est moindre que celui qui est octroyé dans le Code du travail. Et à partir de là, ça n'est pas possible. Puisque, on va voir avec cette hiérarchie de normes, très généralement, il y a quelques exceptions, je vous le concède, par rapport à l'application de cette hiérarchie des normes, mais ça ne, enfin, c'est pas que ça ne nous concerne pas, on pourra en dire 2 mots, hein, mais nous, ce que vous devez savoir, c'est voilà, les choses les plus communes que l'on trouve. Et dans 90-15% des cas, je dirais, les dispositions que l'on trouve et qui sont applicables dans une convention collective sont toujours plus protectrices que celles que l'on trouve dans le droit du travail. Après cette convention collective, vous avez encore une autre strate, c'est celle du règlement intérieur. Le règlement intérieur, bien sûr, il n'a vocation à s'appliquer que dans une seule entreprise. Ce règlement intérieur, encore une fois, va donner un certain nombre, va organiser le travail, va donner des précisions sur les modalités de fonctionnement de l'entreprise, mais va pouvoir aussi accorder des droits supplémentaires aux salariés qui ne pourront, encore une fois, être que plus protecteurs, être plus à l'avantage pour le salarié que ce que donne la convention collective et le droit du travail. Toujours dans mon exemple, je continue dans ma progression. Notre salarié ici qui avait le droit à 4 jours de congé supplémentaires pour un événement familial, en l'occurrence son mariage, pourrait éventuellement, parce que ça a été négocié dans l'entreprise, avoir encore une fois un jour supplémentaire. Donc il aurait 3 jours, plus un jour, encore plus un jour. Ce qui fait que finalement, on arrive à 5 jours. Dernière strate de notre millefeuille de droit, c'est celle du contrat. D'accord ? Celle aussi de la liberté contractuelle. Je vous rappelle que les parties ont la liberté de contracter sur ce qu'elles entendent. Et ici, le salarié peut tout à fait avoir négocié juste des conditions qui ne lui seront que applicables à lui. D'accord ? Je ne sais pas, moi, ce salarié-là veut encore plus de jours si jamais il devait se marier, il pourrait négocier des jours supplémentaires de congé par rapport à ce qui lui a été donné et par le Code du travail, la convention commune, un véhicule professionnel, par exemple, une ligne téléphonique professionnelle, un portable, enfin voilà, un certain nombre de choses que le salarié peut négocier, d'accord, qui ne peuvent être bien sûr qu'à son avantage. Hein. Il ne peut pas renoncer à des droits qui lui sont des semaines de congé supplémentaires. On pourrait très bien avoir un salarié qui dit bah, voilà, moi, je suis OK pour le poste, c'est nickel et tout, la rémunération en septembre, mais je veux une semaine de congé supplémentaire. Voilà. Bah, s'ils s'entendent avec l'employeur sur cette demande, bah, l'employeur il acceptera cette demande et à partir de là, cette disposition s'appliquera uniquement à la relation entre le salarié et l'employeur. Donc vous comprenez un petit peu ce millefeuille, et ici, on nous demande d'étudier les différentes questions au regard, bien sûr, de la convention collective qui est applicable dans l'entreprise. Alors, on va se reporter à cette convention collective que l'on trouve un peu plus bas, donc dans l'annexe 2. Alors, voici un extrait de la convention collective, et cette convention collective voilà, va nous donner un certain nombre de choses, et notamment dans son article 10, l'embauchage, donc au moment où le salarié est embauché, il y a un certain nombre de choses qui sont fixées. Et il est dit notamment que le contrat de travail, alors celui-là c'est à temps partiel, tac, 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 est-ce qu'on a d'autres choses? La résiliation, le licenciement, voilà, la démission. Alors, le contrat de travail à temps partiel pour les comment écrit. Okay, tout salarié pour l'expiration de cette période d'essai qui suit l'embauchage prévu.
Le salarié à temps partiel bénéficie de 3 revenus. Et là, nous, notre salarié, je n'ai pas fait attention. Il est comment, lui? Il est a priori de droit commun, donc il n'y a pas de souci. Alors, il me semble bien que j'avais cru, en regardant rapidement, que obligatoirement, voilà, disposition ici qui est indiquée, d'accord. Il nous est indiqué que je vais, peut-être faire ça, faire un petit truc comme ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est une petite forme. Voilà. Voilà ce qui nous intéresse ici, le point qui nous intéresse ici. Voilà, le point qui nous intéresse est ici et qui nous dit quoi? Que chaque salarié, donc tous les salariés, hein, quel que soit leur mode de recrutement, chaque salarié recevra une notification écrite de son emploi. Donc ça veut dire déjà ici que dans le domaine de l'optique et de la lunetterie, on déroge au droit commun. Je vous rappelle que le droit commun n'impose pas un écrit pour les salariés en CDI. Par contre, il impose bien sûr un écrit pour les salariés en CDD. Ici, la convention collective, elle dit, ben, c'est effectivement peut-être un peu plus protecteur pour le salarié. On impose à ce que le salarié reçoive un document écrit, ici une notification écrite, qui précise sa classification, son coefficient, son salaire, son emploi, ses horaires de travail et son lieu de travail. Son horaire de travail, donc son volume horaire de travail et son lieu de travail. Ici, on retrouve les 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, voilà, les 5 éléments les plus importants dans un contrat, qui sont la nature de l'emploi, la classification et le coefficient, hein, le salaire, les horaires et le lieu de travail. On verra que ces 5 éléments, il faut absolument les retenir parce qu'on va les retrouver dans d'autres dispositions, notamment quand on va vouloir modifier un de ces critères. Donc on voit ici que dans l'optique, on déroge au droit commun concernant l'obligation d'un écrit pour le CDI et on oblige l'employeur à fournir un écrit au salarié qui reprend ces 5 éléments importants, l'emploi, la classification, le salaire, les horaires et le lieu de travail. Voilà ce qui répond à notre première question. Et l'intéressant ici, c'était d'avoir un peu cette idée de la convention collective et voilà, comment dire, quelle place elle a un peu dans cette hiérarchie des normes. Désolé pour les aléatoires, mais oui, pas de souci, mademoiselle. Alors, deuxième question, et celle-là, peut-être elle est un peu plus large dans sa réponse. L'employeur est-il obligé de soumettre son salarié à un laissez? Est-ce que l'employeur est-il soumis, est-il obligé d'imposer une période d'essai? On pense ici notamment dans un contrat, qu'il soit en CDI ou en CDD. Concernant cette obligation, avez-vous une idée de réponse? Alors non, effectivement, voilà. Non, il n'est pas obligé pour les CDI, non plus, ni pour les CDD, Georgia, hein, ni pour les CDI. Merci. Merci, l'essai n'est pas obligatoire. Bah non, il n'est pas obligatoire, l'essai, d'autant que dans certaines conditions, il est même inutile, il est même, je dirais, contraire à l'esprit. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un salarié qui aurait éventuellement eu un CDD avant un CDI sur le même poste ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle période d'essai dans le CDI, puisque l'essai, on sait ici ce qu'il en est. L'essai sert à tester les capacités professionnelles du salarié. Donc, si le salarié a déjà travaillé 3 ou 4 mois en CDD et que l'entreprise a décidé de lui proposer un CDI, c'est clairement qu'il
Oui, bien sûr. C'est clairement qu'il correspond au poste. D'accord? Donc, non, 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 il n'est pas obligé et on sait très bien à quoi sert la période d'essai. Voilà pourquoi, dans certains cas, elle sera même inutile ou elle perdra tout son sens. Alors, je vais juste lire ce qu'a indiqué Charlène. C'est rare de ne pas faire du tout d'essai. Oui, alors c'est rare, bien sûr, effectivement c'est rare parce que ça permet à l'employeur quand même de se ménager une sorte de petite porte de sortie, hein, malgré tout. C'est rare, mais la question ici, c'est est-ce qu'on est obligé? Non, on n'est pas obligé. Mais effectivement, vous avez raison, en pratique, c'est plutôt quelque chose qui se fait de façon assez régulière. Alors, répondant à l'offre d'une grande enseigne d'optique, Catherine a été invitée à passer un entretien d'embauche. Tout au long de l'entretien d'embauche, qu'elle a réussi avec brio, elle n'a pas révélé à son responsable de magasin qu'elle était enceinte. Quelques jours avant la fin de la période d'essai, le responsable de l'enseigne constate son état de grossesse. Il rompt alors brutalement le contrat, car il ne s'attendait pas à voir sa jeune salariée enceinte. Qu'en pensez-vous? Notamment, est-ce que Catherine est-elle obligée de révéler son état de santé, ou enfin, même pas son état de santé, mais son état de grossesse à l'employeur lors de l'entretien? Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Oui, elle doit le prévenir. Alors, c'est bien de me donner des réponses. Ok, c'est bien, mais on n'est pas obligé. Ok, donc pas mal de choses dans ce que vous m'avez dit. On va reprendre un petit peu tout ça. Alors, c'est bien de me donner des réponses. On avance, c'est bien. C'est bien, mais j'aimerais que vous me mettiez les fondements juridiques derrière tout ce que vous me dites. D'accord? Même, je vous demande pas des textes de loi, mais peut-être des principes que vous connaissez. Je vais reprendre une petite chose. Alors, juste dans ce que vous m'avez dit, je reprends les choses. L'employeur n'a pas à rompre le contrat. Alors, elle doit prévenir de sa grossesse, elle doit le prévenir. Alors, Lorraine me dit, lui, elle doit le prévenir. Alors, ok, mais vous avez un fondement juridique pour me dire, elle est obligée de le prévenir? Non, j'ai pas un fondement juridique, mais je me dis que lui, il doit se préparer à faire un nouveau recrutement pour les mois où elle pourra pas être là. Donc, j'ai pas de fondement, mais je me dis que c'est logique. D'accord, ok. Alors, quelqu'un vous a rejoint un petit peu sur ce que vous avez dit, puisque quelqu'un m'a dit, car il doit préparer à prendre un remplaçant, c'est Lorraine. Ensuite, Ophélie me parle, non, elle n'est pas forcément obligée de lui dire, mais par courtoisie, elle peut. Non, elle n'est pas obligée. Et si elle n'est pas au courant elle-même? Bon, effectivement, si elle n'est pas au courant elle-même, le problème est réglé, hein. On est bien d'accord. Mais je ne pense pas qu'on était jusque-là. Je vous rappelle qu'il y a un grand principe que vous devez connaître et qui pourrait ici, à un moment donné, être avancé, c'est celui de la bonne foi. D'accord? C'est celui aussi ce qu'on appelle le consensualisme. C'est-à-dire que les parties doivent tout faire pour réussir à l'objet du contrat, pour réussir à ce que ça se passe bien. Donc cette obligation de bonne foi, est-ce qu'on peut éventuellement, et là ça se discute, hein, là ça se discute, moi je pense qu'elle n'a aucune obligation, d'accord, aucune obligation, mais qu'au regard
de la bonne foi qui est exigée dans la négociation et dans l'exécution du contrat, on peut éventuellement lui reprocher de ne pas l'avoir dit. Effectivement, alors vous allez me dire, oui, mais aucun employeur ne l'embaucherait. Mais si vous devez tomber sur quelque chose comme ça en cas pratique, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que, avec vos connaissances en droit, pas dans la vie, on sait très bien que le juridique et la vraie vie sont deux choses différentes. On parlera après d'une situation, vous allez voir que effectivement, je vais vous dire, bah, c'est clair, c'est comme ça. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe jamais comme ça, monsieur. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Comme on avait dit, le CDD, normalement, c'est pas fait pour n'importe quelle situation. Et pourtant, 50% des CDD sont signés comme si c'était des périodes d'essai, pour faire un essai, pour tester la personne. Je vous prends en CDD, si vous correspondez bien, vous serez en CDI. Or, c'est interdit. D'accord ? C'est interdit. Mais évidemment que la personne est bien trop contente d'avoir trouvé un boulot, qu'elle va tout faire pour que son boulot soit transformé en CDI, et voilà. Mais on ne vous demande pas ça, on ne vous demande pas une analyse sociologique, on vous demande une analyse juridique. D'accord ? Alors évidemment, vous pouvez toujours à un moment donné dans votre cas pratique dire, voilà, les dispositions du droit des contrats imposent l'exécution et la négociation du contrat en toute bonne foi, ce qui peut éventuellement impliquer une obligation pour, je ne sais plus comment elle s'appelle, Catherine, d'informer son salarié, d'informer son employeur dès qu'elle pense qu'elle aura une influence sur l'exécution du contrat. Bah, évidemment que ça va avoir une influence puisqu'elle va s'absenter. Vous pouvez mettre votre petite phrase en disant qu'effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose qui sera attirant pour l'employeur et qui peut à un moment donné lui dire que non, il ne va pas embaucher, sauf que là, c'est lui qui se mettrait dans une position de discrimination, comme vous l'avez dit, je ne sais pas qui m'a parlé, je ne sais plus qui m'a parlé de discrimination, mais effectivement, on ne peut pas discriminer une personne sur le fait qu'elle soit enceinte. Bon. Donc ça se discute, hein. Il n'y a pas de réponse blanc ou noir, je vous avoue, honnêtement, il n'y a pas de réponse blanc ou noir, mais ça se discute. Ensuite, par contre, ce qui ne se discute pas, c'est peut-il rompre le contrat alors qu'on est toujours dans la période d'essai? Lui, il va invoquer ce motif, mais est-ce qu'on peut lui reprocher? Ben non, on ne peut pas lui reprocher, parce que quel que soit le motif qui n'a pas à être justement indiqué, la période d'essai permet de rompre le contrat, quel que soit le motif. On s'en fiche du motif. Quand le motif, il peut être le plus illégal possible. Cette période d'essai, justement, sa valeur, c'est de permettre à l'un comme à l'autre de pouvoir rompre le contrat sans avoir à se justifier. Et ici, on ne pourra pas reprocher à l'employeur d'avoir rompu le contrat, même brutalement, pendant la période d'essai. Alors brutalement, je vous rappelle quand même qu'il y a une période de prévenance. Hein. On ne peut pas dire du jour au lendemain, la personne, non, tu ne viens plus. D'accord ? Période de prévenance, alors il est évidemment inutile de connaître la durée de la période, puisqu'elle dépend de la durée que vous aurez exécuté le contrat, pendant lequel vous aurez commencé à exécuter le contrat. À titre d'exemple, si vous êtes entre 8 jours et 1 mois, ça sera 2 jours de délai de prévenance. Donc ici, on peut aller aussi sur le terrain de dire est-ce que éventuellement ça va gêner dans l'exécution du contrat? Ben non, tant qu'elle sera effectivement en poste, il n'y aura pas de gêne. Après, c'est un droit de pouvoir prendre un congé maladie. Donc, quelque part, est-ce que c'est de la mauvaise foi ou pas de la mauvaise foi? Enfin, bon, on peut en discuter. Mais je pense qu'il fallait aller plutôt sur ce terrain de la mauvaise foi pour pouvoir éventuellement donner une appréciation. Alors, justement, on va continuer sur les problématiques de recrutement. Et vous verrez que l'année prochaine, vous ferez un chapitre bien particulier sur le recrutement et vous verrez tous ces problèmes de discrimination. Ici, M. Levasseur vient de publier une annonce de recrutement qui inclut les caractères suivants. Célibataire, titulaire d'un poste, d'un BTS optique lunetterie, monteur-vendeur, homme, expérience acquise, nationalité française, permis B, bouddhiste, connaissance de Word, moins de 30 ans. Waouh!
Wow, wow. Alors, je vous propose de les prendre un par un et puis de dire est-ce que ce critère est légal ou est-ce que c'est un des critères interdits au titre des lois antidiscrimination. D'accord. Célibataire. Est-ce que vous pouvez indiquer ça? Prenons une par une. Non, évidemment. D'accord. Le célibat, le fait qu'il soit marié, divorcé, en couple, en pax, en concubinage, peu importe, ça fait partie de la sphère privée. Et à partir de là, évidemment, que ça ne peut pas être un critère de recrutement. Titulaire d'un BTS optique-lunetterie. On va s'accorder à tous que là, il n'y a pas de souci sur ces problèmes-là, puisque c'est un critère directement en lien avec le poste qui est proposé. Monteur-vendeur. Pareil, d'accord, je ne suis pas un grand spécialiste des métiers de l'optique, mais je suppose que c'est quelqu'un qui est capable de monter des verres sur une monture et éventuellement de faire l'aspect commercial. Donc, a priori, là, ça ne pose pas de problème. Homme, évidemment, tout recrutement qui serait basé sur une discrimination par rapport au sexe de la personne est interdite. D'accord. Alors, sauf évidemment si spécifiquement ce métier demande à ce que ce soit une femme. D'accord. Si pour X raisons vous recrutez un agent de sécurité, je pense à un cas. Par exemple, je suis un magasin de vente de, allez, je vais vous dire, ça va peut-être vous faire sourire, mais de lingerie féminine, et j'emploie un agent de sécurité. Les conditions, allez, on va imaginer qu'on a un plan Vigipirate renforcé et que certaines des personnes peuvent être fouillées à l'entrée ou palpées à l'entrée des magasins. D'accord. Ça va être compliqué de recruter un vigile homme. D'accord. Parce que dans ce cas-là, je vais avoir 95-98% de ma clientèle qui est une clientèle féminine. Et a priori, je vais avoir l'obligation plutôt d'avoir un agent de sécurité femme pour pouvoir assurer correctement le métier. Oui, bon, l'exemple est un peu tiré par les cheveux, d'accord, mais s'il n'y a aucune... Voilà, donc voilà pourquoi, dans ce cas-là, je pourrais demander à recruter uniquement une femme. Mais bon, voilà, on est vraiment dans des cas très à la marge, dans des cas très, 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 très spécifiques. Mais par contre, hôtesse d'accueil, il n'y a pas obligatoirement nécessité que ce soit une femme. D'accord. Alors évidemment, je voyais quelqu'un dans l'événementiel. Ça fait un peu partie de l'événementiel d'avoir de très jolies jeunes femmes qui sont les hôtesses qui distribuent les prospectus ou des choses comme ça, qui arpentent le salon. C'est complètement sexiste, complètement discriminatoire. D'accord. Alors évidemment qu'il faut. Après, le problème des recrutements qui sont discriminants, c'est de pouvoir prouver que le recrutement est discriminant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des opérations de testing, d'accord, où un organisme, en général habilité par l'État, va envoyer des CV. D'accord, va envoyer des CV. Et ils vont renouveler sur des postes plusieurs fois leur envoi sur des postes différents dans une même entreprise. Ils font ça beaucoup sur les problèmes. Alors le terme n'est pas très beau, je ne l'aime pas trop, mais il est encore dans notre constitution, donc je vais me permettre de l'utiliser, sur des critères raciaux, d'accord, ou ethniques, peut-être un peu plus joli, en disant, voilà, on va envoyer 10 CV de mecs qui s'appellent Babacar, Mohamed, Youssef, etc. Et puis on va envoyer 2 CV où les mecs s'appellent Stéphane et Frédéric Dupont. Et ils font ça, ils renouvellent. D'accord. Alors bien sûr, tout est bidon. Les CV sont bidons. Et ils s'aperçoivent que l'entreprise ne propose des entretiens déjà, ils ne vont pas plus loin, mais ne propose des entretiens qu'aux personnes
qui portent les noms de François Dupont et de Stéphane Martin. Et à partir de là, on arrive à prouver qu'effectivement, il y a une discrimination. Déjà au premier stade du recrutement, c'est celui de la sélection des CV. Et donc, effectivement, à travers des campagnes de testing comme ça, dans certaines entreprises, on arrive à démontrer qu'effectivement, il y a des problèmes de discrimination qui ne sont pas mis à travers l'annonce, hein, parce que personne n'est aussi bête pour mettre bouddhiste dans son annonce, évidemment. Mais ça se fait un peu plus loin, ça se fait sur la sélection du CV. Alors ici, on va continuer sur notre nom. Évidemment que le critère sexe ne peut pas paraître dans une annonce, il est discriminant. L'expérience acquise, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là. Le critère de nationalité non plus est interdit. D'accord ? Il fait référence ici à un critère ethnique. Le permis B, ça peut se concevoir. Ça peut se concevoir sans aucun souci pour ce type d'annonce ou pour ce type de poste. Évidemment, tout référence à des appartenances politiques, à une idéologie religieuse, philosophique ou autre, est bien sûr interdit. Si le bouddhiste, évidemment que c'est interdit. Alors la connaissance de Word, ça me paraît pas trop mauvais, hein, puisque là on est plutôt sur des capacités professionnelles. Encore une fois, le critère d'âge est interdit aussi. Ici, on demande à un jeune de moins de 30 ans. C'est évidemment pas du tout en relation avec le métier. On a un texte, alors vous ferez une petite recherche, je ne l'ai pas forcément en tête, mais qui nous donne toute la liste des critères interdits. D'accord ? Relatifs au sexe, relatifs à l'âge, relatifs aux idées politiques, relatifs à l'ethnie, relatifs à la situation de famille, relatifs à la maladie aussi, à l'état de santé. D'accord ? Voilà, il y a 5-6 critères comme ça, et ils sont facilement identifiables. On le verra plus dans le chapitre sur le recrutement, justement, où on verra plus en détail tous ces critères. Mais je vous dis, hein, il y a sexe, évidemment, il y a l'âge, il y a l'ethnie, il y a l'appartenance à un parti politique, il y a les convictions religieuses, les convictions philosophiques, les convictions de vie. Si vous êtes, je ne sais pas moi, végétarien, par exemple, on ne peut pas vous recruter parce que vous n'êtes pas végétarien ou parce que vous êtes végétarien. Voilà, ce n'est pas un critère qui permet, alors sauf bien sûr dans des postes très particuliers, mais encore une fois, on voit que effectivement, par exemple, le critère avait été posé. Alors, très honnêtement, je crois que ça a été accepté. Pour des enseignants dans des établissements privés catholiques. D'accord. Et où, alors ça s'est un peu ouvert, mais il y a quelques années où il fallait plutôt être catholique pour rentrer dans ce type d'établissement et le contrat ou le recrutement se faisait aussi en fonction de ce critère-là. D'accord. Vous voyez, c'est un peu tendancieux. D'accord. Voilà par rapport à ça. Alors évidemment que cette annonce est complètement illégale. On a retenu le BTS qui peut être le monteur-vendeur, l'expérience, le permis, la connaissance de Word et tous les autres critères sont des critères interdits. Alors, vous êtes embauché. 5e question. Vous êtes embauché en qualité de monteur-vendeur. Le responsable vous propose de faire figurer au contrat une période d'essai de 3 mois non renouvelable. Cette clause est-elle valable? Justifiez votre réponse. Alors, déjà, sur le droit commun, quelle est la durée de la période d'essai pour quelqu'un qui est employé en CDI? Quelle est la durée maximum de la période d'essai pour quelqu'un qui est employé comme salarié, comme employé? Alors, il me manque un mot, vous avez raison. Waouh, 7 mois, waouh. Mais vous allez dur. 3 mois renouvelables, 2 mois renouvelables, donc 4 mois. Voilà, merci.
Vos petits messages, en fait, moi, ça va super vite. Donc, je crois que c'était Lorraine. Donc, effectivement, en fait, dans votre coup, il a indiqué 4 mois, renouvellement inclus. Je préférerais, moi, la formule 2 mois, renouvellement possible. Ça veut dire la même chose. Hein. Parce que si c'est 4 mois avec un renouvellement, ça veut dire que le renouvellement a lieu au bout de 2 mois. Donc 2 mois avec une possibilité de renouvellement pour les employés, 3 mois avec une possibilité de renouvellement pour les techniciens et agents de maîtrise, et 4 mois avec une possibilité de renouvellement pour les cadres. Donc ça nous fait respectivement 4 mois, 6 mois et 8 mois renouvellement inclus. Ici, on est à 3 mois. Je vous ai dit et précisé que la qualité de monteur-vendeur n'était pas un poste d'agent de technicien ou d'agent de maîtrise, mais plutôt un poste d'employé. À partir de là, la période d'essai ici est trop longue, puisqu'elle doit être au maximum de 2 mois, puisqu'on a indiqué qu'en plus, elle n'était pas renouvelable. Alors, cette clause, évidemment, elle n'est pas valable et ça veut dire qu'elle n'existe pas au contrat. Donc, CDI direct. C'est déjà un CDI. Hein. On est bien d'accord. La problématique, c'est pas est-ce que c'est un CDI ou pas un CDI. Tiens, justement, en plus, le type de contrat n'a pas été précisé. Je n'avais pas fait gaffe, mais j'étais parti dans l'optique du CDI. On va rester là-dessus. Ce qu'on va avoir juste dans l'exercice après, ça porte sur le CDD. Mais ici, on est bien en phase d'un CDI. Et je vous dis, 2, 3, 4 pour les périodes d'essai, 2 mois pour les employés, 3 mois pour les techniciens, les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres. Alors, attention, je pense que vous confondez un petit peu la personne qui m'a dit alors CDI direct. La transformation du CDI en CDD, du CDD en CDI, ne peut se faire que s'il y a un défaut de contrat. Si le contrat n'a pas été rédigé, justement, on verra un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Dans votre cours, vous avez un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction ici en droit interne, qui s'est prononcée sur la requalification d'un CDD en CDI parce qu'il n'y avait pas eu de contrat écrit. Donc voilà la sanction qui attend effectivement le défaut de rédaction d'un contrat. Ici, le fait d'avoir une période d'essai dont la durée est illégale et pas conforme au droit, c'est la sanction, c'est la clause n'existe pas. On la barre, elle n'existe pas. Donc ça veut dire que dans le contrat, il n'y a pas de période d'essai. Ce n'est pas qu'elle est ramenée à 2 mois, non, c'est qu'elle n'existe pas. Alors, on va juste vérifier. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait. J'avoue, je ne l'ai pas fait dans la convention collective. Si éventuellement il y avait une disposition relative à la période d'essai, puisqu'on est toujours dans l'optique. Alors, tac, tac, tac. Là, on ne parle pas de la période d'essai. Les travailleurs handicapés. D'accord. La réalisation, donc non. Là, ce sont les. Non, je ne pense pas qu'on nous parle de la période d'essai. Donc, a priori, il n'y a pas de disposition particulière. Si la convention collective ne fait pas référence à des dispositions particulières, c'est qu'il faut se référer au droit commun. Allons-y, on continue. Alors, après son BTS, Babacar est embauché en CDI en tant que vendeur. Mais 10 jours avant la fin de sa période d'essai, un emploi de responsable commercial lui est proposé dans une grande enseigne concurrente. Il informe son employeur qu'il quittera son poste dès le lendemain. Babacar a-t-il le droit de quitter ainsi précipitamment son poste? Allons-y. On revient toujours sur notre période d'essai. C'est la période de liberté. Liberté pour les 2 parties de pouvoir rompre le contrat sans avoir à justifier. Donc ici, qu'il ait trouvé un emploi ou qu'il n'ait pas trouvé l'emploi, ou même
que le poste que lui ont. Voilà. Première chose, effectivement, rien n'empêche Babacar de rompre le contrat pendant la période d'essai, puisqu'ici, il n'a pas à justifier d'un montant. Le problème, il n'est pas la rupture, mais la rupture brutale. Et ici, la rupture brutale, puisque dès le lendemain, il dit que. Alors, on peut rompre, mais il faut en période. Alors, on ne parle pas d'une période de préavis. Mais vous avez raison sur le fond. Hop, c'est qui? C'est Lorraine. On ne parle pas d'une période de préavis, mais on parle d'une période de prévenance. La période de préavis, c'est la période qui fait suite à la décision de licenciement ou de démission, donc un autre type de rupture d'un contrat, d'accord, mais hors période d'essai. Si au bout d'un an, voilà, votre employeur ou vous-même, vous décidez de démissionner, vous serez obligé d'observer cette période de préavis, d'accord? C'est-à-dire qu'il faudra rester, alors en général c'est 2 mois, sauf convention collective particulière, et le contrat ne sera réellement rompu que 2 mois après l'information de l'employeur. D'accord? Période qui permet à l'employeur, pendant ce temps-là, de rechercher quelqu'un pour vous remplacer. D'accord? Alors ici, la période qui va être obligée, que Babacar va être obligé d'observer, ça s'appelle la période de prévenance. Je vous écoute, mademoiselle qui avait levé votre main. Oui, excusez-moi. En fait, je me demandais juste, du coup, dans ce cas, s'il y a une clause de non-concurrence, et ça ne s'applique pas à la période d'essai. Voilà. Une clause de non-concurrence. Pourquoi elle ne s'appliquerait pas à la période d'essai? Non, justement, je vous demande, en fait, c'est une question. S'il y en avait une, est-ce qu'elle s'appliquait à la période d'essai? C'est une question. Ouais, c'est une bonne question. Pour moi, oui. Donc, s'il en avait une, il ne pourrait pas partir chez un concurrent. S'il en avait une, il pourrait pas partir chez un concurrent, d'accord, sous condition qu'on lui rémunère. Sous condition. Alors, en général, comment ça se passe pour les périodes, pour la clause de non-concurrence? Pour la clause de non-concurrence, si bien sûr, encore une fois, elle est indiquée dans le contrat, il faut bien sûr pour qu'on puisse s'en prévaloir qu'elle soit indiquée dans le contrat. Ce qui se passe pour la clause de non-concurrence, c'est que généralement, à la rupture du contrat, peu importe le mode de rupture, la clause de non-concurrence est discutée. Qu'est-ce qu'on fait de cette clause? Est-ce que l'employeur veut l'appliquer? À ce moment-là, il faudra qu'il la rémunère. Je vous rappelle que la contrepartie est obligatoire, donc il faudra que l'employeur file 500 balles au salarié pendant 1 an, d'accord, pour évidemment l'empêcher d'aller travailler à la concurrence. Ou soit l'employeur peut dire: je vous libère de votre clause, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de payer, ça me gave de payer. À mon avis, par exemple, ici, ça serait tout à fait valable. Moi, je serais l'employeur, je dis: vous êtes resté 1 mois, allez, je vous libère de votre clause de non-concurrence, qui fait que je n'ai pas à vous la payer, mais vous pouvez aller travailler ailleurs. C'est comme si on l'annulait, cette clause. Donc, généralement, à la rupture d'un contrat de travail, cette clause est rediscutée. Et l'employeur, à ce moment-là, dit: voilà, est-ce que je vais perdre beaucoup d'argent si la personne devait livrer des secrets à une autre entreprise, ou devrait se servir de notre fichier client, voilà. Ou est-ce que ça vaut le coup donc de le payer pendant 1 an, ou est-ce que je le libère de cette clause, et puis tant pis pour les quelques clients que je risque de perdre. Donc, mais oui, elle est applicable à partir du moment où le contrat est signé. Après, elle peut très bien être applicable à partir, ça c'est encore une fois, ça fait partie de la liberté contractuelle, elle peut très bien être applicable après la période d'essai. Mais pour moi, elle est applicable dès le premier jour. Après, elle est discutable, est-ce que je la lève ou est-ce que je laisse la personne ou je paye la personne. Dans certains cas, vous savez que la clause de non-concurrence, certaines conventions collectives imposent le montant de la rémunération. Et le montant de la rémunération de clause de non-concurrence peut être relativement élevé. C'est-à-dire qu'il peut dissuader l'employeur d'activer la clause, de se prévaloir de la clause. C'est-à-dire que j'ai entendu ça cet après-midi, justement, j'en discutais cet après-midi. Je ne me souviens plus du secteur, mais dans un secteur particulier,
Je crois que c'est 60% du salaire qu'il faut verser au salarié pendant un an. Donc, vous imaginez, le mec, il va gagner 60% de son salaire. Oui, en général un an, oui. En général, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Bon, au-delà de 2 ans, c'est peut-être un peu critiquable. Mais personne, en général, ne va pas gagner son salaire en entier. Hein. D'accord. Ça va être négocié. Il faut qu'il y ait une contrepartie obligatoire. Vous ne pouvez pas lui filer 10 balles. D'accord. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Et dans certains cas, la contrepartie, elle est conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle est prévue par la convention collective et elle peut être relativement importante. Donc, de temps en temps, l'employeur, il dit moi, j'ai pas envie de payer, tu as le droit d'aller bosser pour la concurrence. Donc, je lève ta clause de non-concurrence. Donc, ici, c'est pas ça qui était en cas, mais votre question était tout à fait pertinente, Delphine, merci. Ici, ce qui était en cause, c'est la soudaineté de la rupture. C'est la soudaineté de la rupture et le fait que notre ami Babacar, il veut partir dès le lendemain. Et là, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois ce délai de prévenance. D'accord. Alors, si il est à peu près à quand, lui? Donc, Babacar en tant que vendeur, mais 10 jours avant la fin de sa période d'essai. Donc, imaginons qu'il ait eu une période d'essai classique. D'accord. Qu'il ait eu une période d'essai de 2 mois. 10 jours avant, donc on se situe à peu près à 1 mois et 20 jours de travail, d'accord. Pour un délai qui est entre 1 et 3 mois, et ben, il va avoir 2 semaines de période de prévenance obligatoire. Donc il ne pourra pas quitter son poste le lendemain, mais il devra continuer son contrat pendant 15 jours. S'il devait quitter le poste dès le lendemain, l'employeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice qu'il pourrait avoir subi de ce départ soudain. Alors, je vous écoute, Aude. Mais s'il n'a pas fait sa période d'essai de 2 mois, on imagine qu'il est à 1 semaine de sa période d'essai. Il a quand même 2 semaines de prévenance? Oui. D'accord. Et s'il ne la fait pas, il risque quelque chose? Enfin, il risque quoi? Il risque que l'employeur la signe au tribunal en lui disant voilà, moi j'ai eu un préjudice, le lendemain vous n'êtes pas venu bosser, ça m'a causé tel préjudice et je vous demande réparation du préjudice. D'accord. Il ne faut pas croire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le contentieux qui se présente devant les tribunaux, devant les conseils de prud'homme, est essentiellement jugé en faveur des salariés. Parce que tout simplement, voilà, il y a un droit qui est assez protecteur du salarié en France et que les employeurs font souvent des erreurs dans les procédures de licenciement, dans l'appréciation de la faute, dans le temps retenu pour la faute. Vous savez que si aujourd'hui vous faites une erreur et qu'on vous licencie dans 3 mois, le licenciement il tombe, on ne peut pas, d'accord. On peut prendre une sanction pour un salarié que dans les 2 mois qui ont suivi la révélation du fait qui provoque la sanction. Imaginons, je ne sais pas moi, une dame qui est caissière et qui, un jour, pour une amie, oublie de passer 1 ou 2 articles. D'accord. Et puis, l'employeur s'en aperçoit, ça traîne un peu cette affaire, etc. Et elle reçoit sa lettre qui la convoque à un entretien préalable au licenciement, plus de 2 mois après les faits, alors que l'employeur les connaissait. D'accord. Le licenciement, il tombe. Le juge, il va qualifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce que l'employeur avait 2 mois pour enclencher la procédure de sanction. Donc, on voit qu'on a quand même un droit, pas forcément ultra protecteur, mais un droit très procédurier, avec des délais qui sont au jour près. C'est-à-dire que si vous convoquez la personne 6 jours avant l'entretien, au lieu des 8 jours légalement imposés, ça tombe, boum. Même si tout était bon, même si vous étiez complètement dans votre droit. C'est-à-dire que la personne a vraiment fait des choses qui justifient sans aucun problème son licenciement. Dans la lettre de licenciement, vous oubliez de lui indiquer qu'elle peut être accompagnée d'un représentant dont elle peut trouver la liste, soit dans l'entreprise, ou soit auprès de sa mairie, ou encore de sa préfecture. Vous oubliez simplement cette petite phrase. Boum,
c'est mort. Le licenciement, il ne marche pas. Alors que les faits devaient aboutir à un licenciement pour faute grave même. Donc, vous voyez que dans ces cas-là, on a un droit très procédurier et que même si on a l'impression qu'il va tout le temps dans le sens du salarié, il peut aussi aller dans le sens de l'employeur. Et ici, notre Babacar doit respecter sa période de prévenance et s'il ne la respecte pas, l'employeur est en droit de lui réclamer des dommages et intérêts relatifs à la désorganisation que cela a pu provoquer. Alors, son employeur est-il, dans ce cas, obligé de le rémunérer pour le travail qu'il a accompli pendant cette période? Alors, Babacar décide de partir, hein, d'accord? Alors, on va imaginer que dès le lendemain, il quitte son poste, donc il est un peu fautif dans son comportement. Est-ce que je vais lui payer le mois et demi qu'il a passé au boulot? Ah oui, évidemment. Il y a bien une relation de contrat de travail. Le contrat de travail dit, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pas parce que la personne n'a pas respecté son délai de prévenance que je ne vais pas le payer. Évidemment, ça c'est une évidence. Quant aux dommages et intérêts, pourra-t-il réclamer à Babacar? Je vous ai dit oui, hein. Oui, oui, il va pouvoir réclamer des dommages et intérêts, puisque Babacar devait respecter un délai de prévenance de 15 jours, qu'il ne l'a pas Ok, fait. pardon, j'avais pas compris en fait que c'était s'il n'avait pas respecté. Je croyais que Oui, c'était pour on réclamer des imagine. dommages si Voilà. du fait qu'il ne va pas poursuivre dans cette entreprise et que du coup il a bossé 2 mois et qu'il ne poursuit pas. Alors, évidemment, hein, deux cas, hein, soit il a respecté le délai, à partir de là, évidemment, toute procédure de demande de dommages et intérêts, elle n'aboutira jamais. D'accord. Par contre, si effectivement il n'a pas respecté, le Babacar n'a pas respecté le délai de prévenance, à partir de là, il y a obligatoirement une faute. D'accord. Il appartiendra à l'employeur d'établir son préjudice et évidemment un lien de causalité et puis de demander les dommages et intérêts. Pas de souci à ce niveau-là. Voilà un cas qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on a le temps Ah non, on n'a pas le temps de le traiter, je suis désolé. Donc on s'arrête au 6, on reprendra le 7 parce que je suis sûr qu'il y en a bien un d'entre vous qui a eu une expérience un jour d'avoir fait un essai quelque part et puis finalement ça ne correspondait pas et qu'on ne lui a jamais payé. Ça marche. Bah, écoutez, on se retrouve dès demain et puis on continue. Donc on est arrivé au numéro 6, nous attaquerons le numéro 7 et la fin du TD dès demain. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. J'ai vu que Élise était connectée. Élise, j'ai bien reçu votre mail, ne vous inquiétez pas. J'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de faire les recherches nécessaires. Je les avais déjà faites une première fois, je n'avais rien trouvé. Je vais les refaire. Je vais les refaire puisque vous me donnez des dates précises, donc ça va me permettre de les refaire. Année Pépin. Oui, 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 c'est bien sur la protection sociale, la suite. Année. A priori, je devrais l'avoir reçu, Année. Je vérifie et je vous dis ça demain, Année. D'accord? Et pour Elise, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Allez, on se quitte, on se dit à demain. Ciao.